Bonjour à toutes et à tous, un grand merci pour m'avoir invité à cette nouvelle réunion. Je n'ai pas pu assister physiquement à la dernière, mais ça fait toujours plaisir d'être avec vous, je vais vous le dire. Ce que je vais vous raconter sur le changement climatique, c'est moins gai, et vous allez voir un peu les conséquences du changement climatique qui est vraiment d'une grande actualité en ce moment. Je n'ai pas de bien intérêt sur ce sujet. D'ailleurs, tous les ans, régulièrement, dans les journaux, à la télé, on dit que c'est l'année la plus chaude. Et encore en janvier dernier, les 7 dernières années sont les plus chaudes. Et donc, c'est la bagarre des records, mais je peux vous dire qu'on va avoir des records tous les ans, pratiquement. Et donc, ce n'est pas tellement les records qui sont intéressants à recenser, c'est plutôt la tendance. C'est comment les choses évoluent. Et donc, vous avez plusieurs animations qui vous montrent l'évolution des températures. L'évolution des températures, ça va se faire depuis les années 50. Et donc, c'est des données qui sont recueillies par la NASA et vous voyez la moyenne des anomalies par rapport aux valeurs moyennes entre 51 et 80, 1951 et 1980. Et donc, vous voyez que progressivement, ça va se décaler. Les anomalies, en plus, se décalent progressivement vers la droite. Vous avez ici, en bas, une variation en 2 degrés. Ce qui est intéressant, c'est la dispersion, et vous voyez que la dispersion est importante, c'est-à-dire qu'il y a une certaine hétérogénéité de distribution d'anomalies de température, mais ces chiffres-là, ils sont non discutables, ce sont les chiffres qui sont utilisés par le GIEC, dont maintenant, je pense, tout le monde a entendu parler. Le GIEC, c'est ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a été créé en 88, il a été créé à l'initiative de l'ONU, et sur la demande de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan, aujourd'hui, ils voulaient en fait avoir une structure indépendante, parce qu'il y avait un lobbying d'écologistes qui leur semblait trop militant pour pouvoir prendre ce sujet en main. Et donc l'objectif du GIEC, c'est d'évaluer, sans parti pris, de manière méthodique, claire et objective, les informations scientifiques, techniques et socio-économiques disponibles en rapport avec la question du changement du climat. Donc ce n'est pas une structure de recherche, c'est une structure qui va colliger tous les éléments qui sont à disposition et en faire une synthèse. Donc c'est un lieu d'expertise. C'est important de garder ça en tête. Je vous conseille d'aller sur le site du GIEC, le site internet, sur lequel il y a toutes les publications et des rapports réguliers depuis sa création. Et on se rend compte que, vous allez voir, il y a un état des lieux, l'état actuel, et puis il y a les prédictions. Et malheureusement, leurs prédictions se vérifient au cours du temps, au fil du temps. Et donc, le dernier rapport date d'avril 2022. Donc, oui, c'est tout récent. Et à nouveau, ça insistait sur l'urgence à prendre des mesures pour limiter l'émission de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement. On va reprendre un petit peu. Donc, vous avez ici une nouvelle présentation de l'élévation de la température. Vous avez ici la température depuis 1850 et c'est la moyenne, oui, c'est entre 1850 et 1900, l'écart de température par rapport à ces années-là. Et donc vous voyez que ça augmente de façon très nette depuis les années d'industrialisation, depuis les années 50. La map monde en bas, c'est pour souligner le fait, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qu'il y a une grande hétérogénéité d'augmentation de température sur la planète, et vous voyez que les pôles, en particulier le nord, sont particulièrement touchés. Le point, c'est que là, je vous ai parlé des comparaisons par rapport à des moyennes de température sur des années données. Sur la map monde en bas, c'est par rapport à la normale de température entre 81 et 2010. Et c'était pour souligner le fait que les normales changent. Les valeurs normales, quand vous écoutez le bulletin météo, et on vous dit c'est supérieur aux valeurs de température normales, les normales changent. Les normales sont établies pour 10 ans sur les 30 ans précédents. Et donc actuellement, donc les dernières c'était 81-2010, et ça veut dire qu'actuellement on est en train de remettre à jour les valeurs normales, en reprenant les 30 dernières années et la moyenne sur les 30 dernières années. Ça veut dire que ça va minimiser en fait l'augmentation de température et le réchauffement climatique. C'est important à garder en tête. Et donc ça a des effets divers, on va insister un petit peu là-dessus. Le manteau neigeux diminue, ici sur à gauche, ici vous avez une augmentation de la température de l'océan superficiel, qui va avoir des conséquences sur la faune, sur l'écologie marine.
Vous avez aussi une diminution de la banquise arctique, je vais y revenir tout à l'heure, et puis une augmentation du niveau de la mer, niveau moyen de la mer qui augmente. Vous voyez que ça fait à peu près 15 cm depuis 1900. 15 cm, c'est pas grand-chose, ça a des effets considérables. Il y a déjà des régions dans le monde qui sont menacées d'inondations, par exemple ces îles, Enfer et Paradis, parce que vous voyez qu'ils sont très très basses sur l'eau et qu'en fait ils vont être complètement inondés, submergés par l'augmentation du niveau de la mer. Ça veut dire aussi que les gouvernements de ces îles sont en train de essayer d'acheter des terres ailleurs pour relocaliser leur population. Donc c'est déjà en cours. Il y a une autre île qui est en Alaska et qui montre qu'il y a aussi là un risque important de submersion de ces terres. Donc un point important, c'est que l'augmentation de la mer qui va se poursuivre et qui va menacer en fait les côtes d'une façon générale. L'Arctique, j'ai parlé de la banquise tout à l'heure, vous avez ici en rouge la partie de la banquise qui a plus de 4 ans d'âge. Et donc on part de 1984 et on va vers 2019. Et vous voyez que cette partie rouge s'amenuise progressivement avec le temps. Elle était de 33% en 84, elle est de 1% actuellement. Donc en fait, il y a une fonte progressive de la banquise. On voit très bien sur ces cartes, en 1985 en rouge, vous avez la banquise de plus de 4 ans, et en 2017, vous voyez que ça s'est considérablement amenuisé. Donc il y a une fonte de la banquise, et puis il y a une fonte aussi des glaciers. Et j'ai pris l'exemple, j'aurais pu en prendre d'autres, mais j'ai pris l'exemple des glaciers andins, et vous avez l'évolution de la superficie en millions de kilomètres carrés de ces glaciers, par rapport à 1963. Et vous voyez que depuis 1963, il y a une diminution de façon extrêmement importante de ces glaciers. Faute de temps, je ne vous montre pas les images, mais il y a des images qui sont saisissantes, de diminution, de disparition, en fait, de ces glaciers. On a aussi une augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Alors ça parle un peu au primologue. L'augmentation du CO2, c'est une augmentation de la PCO2 et une diminution du pH. Et ça, c'est vrai dans l'océan. C'est vrai dans la mer, et donc on a une diminution, vous voyez ici sur ce graphique en bas, en bleu on a une augmentation de la PCO2 et en vert une diminution de pH. Vous comprenez bien que ça va avoir des conséquences sur l'écologie marine, on va disparaître les coraux, on va aussi le plancton disparaître à certains endroits, on a vraiment des conséquences qui existent déjà sur cette écologie. Alors donc on va dire oui mais le CO2 c'est bien beau, mais le CO2 ça varie de façon cyclique depuis des milliers d'années. Donc, c'est vrai, vous savez, on peut faire des carottes glaciaires. On peut prendre une carotte glaciaire et analyser le CO2 dans la carotte glaciaire. Et vous voyez qu'effectivement, quand on remonte dans le temps, il y a une variation cyclique du CO2. C'est vrai. Vous voyez que ça s'est arrêté, parce que là, c'est un peu pour... Vous voyez que depuis 1950, ça change. Il se passe quelque chose. Il y a une augmentation très nette, indiscutable du CO2. Certes, c'est cyclique avant, mais ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, c'est une augmentation du CO2 de façon importante. Donc ça, c'est un schéma qui date de 2014 du GIEC et qui vous montre l'état des lieux. Ils ont fait un état des lieux en s'intéressant au système physique en bleu, c'est-à-dire les glaciers, les inondations, les systèmes biologiques sur les forêts, sur les feux de forêt, sur la faune marine, et puis en rouge sur les systèmes humains et aménagés, c'est plutôt les aspects de production alimentaire. Quand il y a des symboles qui sont pleins, ça correspond en fait à des anomalies qui sont liées au climat, qui ont été effectivement recensées, et puis les barres, ça correspond en fait à l'intervalle de confiance, l'indice de confiance. Et donc on peut passer une heure là-dessus, pour discuter de la répartition dans le monde de ces anomalies. Mais c'est sur le fait que le GIEC fait un état des lieux et fait des prévisions. Et pour faire des prévisions, on est obligé d'avoir plusieurs scénarios possibles, vous avez entendu probablement parler, et qui prend en compte le forçage radiatif. Ça se complique. Le forçage radiatif, c'est l'éclairage de la Terre, grosso modo. Vous avez une réflexion de la chaleur sur les gaz à effet de serre qui va aller réchauffer la Terre comme une ampoule va réchauffer, et en fait ça s'exprime en watts par mètre carré. Donc ce réchauffement de la Terre s'exprime en watts par mètre carré. Les principaux gaz à effet de serre, le principal gaz à effet de serre, c'est le CO2, vous avez ici en haut, vous avez aussi les dérivés du méthane qui sont là, et puis vous avez les autres participants éventuels, mais vous voyez, qui sont minoritaires dans les gaz à effet de serre. Donc en fait, on peut exprimer les choses par simplement le CO2, en équivalent CO2, parce que c'est le gaz principal. Et le forçage radiatif,
Donc en watts par mètre carré, vous voyez son évolution depuis 1950 jusqu'à 2011, il y a une augmentation importante de forçage radiatif, c'est-à-dire d'éclairage de la Terre. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'en fait le GIEC a fait 4 scénarios différents en fonction de l'éclairage, du forçage radiatif en 2100. Et donc ces 4 scénarios, il y en a un qui est à 2,6 watts par mètre carré, c'est le plus optimiste, et puis le moins optimiste, le plus pessimiste, c'est celui à 8,5 watts par mètre carré. Le réchauffement est beaucoup plus important. Ça, c'est les 4 scénarios qu'ils ont étudiés en 2100, pour 2100. Et vous avez ici les 4 scénarios en équivalent CO2. Vous voyez, en fonction des années, si on a un scénario catastrophe, 8,5 watts par mètre carré, on est là, en rouge, avec une augmentation de production de CO2. Si on arrive à réduire la production de CO2, ici, de façon importante, on n'y est pas, je vous trouverai ça tout à l'heure, si on arrive à réduire, à ce moment-là, on va avoir une diminution du forçage radiatif en 2100. Ça peut se traduire aussi sur les panneaux ici à droite par des modifications de la température, plus 3 à 4 degrés ici si vous avez un scénario catastrophe, on reste dans les 1,5 degrés, 2 degrés si on est en scénario de 2,6 watts par mètre carré. Là vous avez la banquise, si vous avez le scénario catastrophe, il n'y a plus de banquise en 2060, c'est fini. Si ici vous avez l'évolution du pH de la surface de la mer, et vous voyez qu'il diminue de façon importante si on est dans un scénario catastrophe. Là, ils ont aussi étudié les variations de la faune, de l'écologie, en fonction de ces scénarios et en fonction des vitesses de déplacement. Si vous pouvez vous déplacer, vous pouvez échapper en fait à ce réchauffement climatique. Et vous voyez que c'est en fonction des différents scénarios, de 2,6 à 8,5. Et là, ça c'est encore les oiseaux, mais vous voyez, les oiseaux, ça ne va pas durer éternellement. Et vous voyez que les arbres et les plantes ne peuvent pas se déplacer, donc ils vont mourir. Les rongeurs et les primates vont avoir du mal à échapper en fait à ce réchauffement. Les mollusques et les carnivores, c'est un petit peu plus simple. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a une étude aussi de la survie des différentes espèces en fonction des scénarios étudiés. Et puis il y a le problème de l'alimentation et de l'agriculture. C'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, on voit une diminution du rendement agricole. Ici, en zone tropicale tempérée, ici pour différents types de cultures, et on a une diminution d'environ 2% par décennie. 2% par décennie de diminution du rendement agricole. Et en face, vous avez une augmentation de 14% de la demande par décennie. Il y a un problème. Alors on en reparle là avec l'Ukraine, avec le fait qu'on n'a plus de blé à disposition, que l'Inde fait un embargo, etc. Mais ça ne fait qu'accentuer un problème qui nous menace déjà, qui est la diminution du rendement agricole et les difficultés alimentaires à venir. C'est compliqué, parce que déjà je vous ai donné un certain nombre de points, mais ces différents points vont interagir entre eux. Vous avez des interactions avec le climat, avec les orages, les inondations, avec les sécheresses, avec les problèmes de nourriture qui vont se poser, avec les problèmes d'eau, la raréfaction de l'eau, et de l'autre côté avec les orages et les inondations qui vont aussi arriver, des événements météorologiques brutaux, extrêmes. Et puis vous avez aussi un problème de sécurité de l'énergie. Actuellement, en France, il y a une période de chaleur intense avec une sécheresse qui touche les agriculteurs, mais qui aussi se retrouve au niveau des barrages hydroélectriques. Donc il y a une diminution de 30% à peu près. Et donc ça pose des problèmes de production d'énergie. Les centrales nucléaires, qui sont peu polluantes, on pourrait en discuter, c'est l'objet d'une polémique, mais les centrales nucléaires doivent être refroidies. Et donc si vous n'avez pas d'eau pour pouvoir refroidir les centrales nucléaires, ça pose un problème. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des difficultés à venir. C'est sûr qu'il faut investir sur les énergies renouvelables, mais il y a un problème de sécurité de l'énergie. Tout ça, ça peut aboutir à des conflits. Si vous n'avez plus rien à manger, plus rien à boire, vous allez le chercher ailleurs. Ce n'est pas sûr que vous soyez bien accueillis. Et donc ça veut dire aussi que ça va être la source de conflits. C'est pour ça que vous avez cette image-là. Et le tout va aboutir à des perturbations sociales, économiques, démographiques, avec des conséquences sur la santé. Et donc c'est là où je vais parler un peu plus de la pneumologie, parce que jusqu'à maintenant il y avait assez peu de pneumologie, sur le fait que le réchauffement climatique va être à l'origine d'une augmentation des pics de pollution par l'ozone. L'ozone est un polluant secondaire qui se forme par réaction entre l'oxygène et des composés organiques volatiles sous l'effet des rayons ultraviolets. Et donc on sait que
l'ozone est responsable de mortalité importante dans le monde, pas autant que les particules, mais c'est une responsable de mortalité. Et on sait aussi que ça aggrave les maladies respiratoires, c'est une cause d'exacerbation d'asthme. D'autre part, on va avoir des phénomènes météorologiques qui vont augmenter les particules disponibles dans l'atmosphère et que vous allez respirer, à la remise en suspension, les feux de forêt, je vais insister un peu, les tempêtes, les orages. Et en France, on a ici cette carte qui vous montre le risque d'incendie en France projeté en 2040. Et donc, vous avez actuellement, on sait très bien qu'il y a des incendies importants dans le sud de la France, un peu dans les Landes, mais vous voyez qu'en 2040, les Landes deviennent rouges, ça s'est étendu dans le sud, et surtout, on voit apparaître un risque au-dessus de la Loire. Donc, on aura des feux de forêt au-dessus de la Loire. On sait très bien qu'il y a une augmentation des feux de forêt en Californie, en Russie, on a même eu des feux de forêt en Suède, ce qui ne paraît pas quelque chose d'évident, d'intuitif. Donc, il y a une augmentation des feux de forêt. Et donc, là, c'est un feu de forêt en Californie. C'est pour vous montrer aussi qu'avec le vent, ça peut parcourir des milliers de kilomètres. Donc, les gens sont exposés aux fumées et donc aux particules et aux gaz toxiques sur des milliers de kilomètres. Et donc, ici, c'est une façon intéressante d'aborder le problème. Vous avez en grisé, là, c'est la dispensation de méthadeux de courte durée d'action. Et en noir, vous avez ici les feux de forêt et les PM2,5, les particules de moins de 2,5 microns, qu'on retrouve dans l'air. Vous voyez que quand il y a des feux de forêt, les 3 pics qu'on a là, de dispensation, ça correspond à l'augmentation de la pollution par les PM2,5 liée à des feux de forêt. Donc c'est une autre façon d'aborder les choses. Les tempêtes de sable vont augmenter dans leur fréquence et de leur intensité, et on sait que ça peut aussi avoir des effets sur la respiration parce que c'est agressif sur la muqueuse respiratoire. Et donc ça peut avoir des conséquences sur la respiration. Les allergies. Les allergies respiratoires, vous avez une carte ici sur la partie gauche qui parle d'elle-même. Vous voyez l'augmentation, l'extension en fait de l'ambroisie en Europe entre 1990 et 2005. Il y a une croissance plus rapide des plantes polliniques, il y a une augmentation de la saison pollinique dans sa durée, et les pollens changent dans leur nature du fait de la chaleur et de l'augmentation de CO2. En tout cas, c'est une hypothèse. Et donc, ça va augmenter dans les années qui viennent. Avec l'ambroisie, vous voyez que ça peut quadrupler jusqu'en 2050, et en France, actuellement, ça fait 30% de maladies allergiques respiratoires, et ça passerait à plus de 50% en 2050. Donc, là aussi, un peu d'inquiétude à avoir. Dans les années 90, c'était pas 30% d'allergie respiratoire, c'était plus autour de 10%. Donc on a une augmentation qui est très nette. Les vecteurs de maladies infectieuses. Du fait du réchauffement climatique, on va avoir une augmentation des vecteurs de maladies infectieuses, chikungunya, dengue et Zika. En France, on a une colonisation par le moustique tigre. Vous voyez que toute la partie sud, et ça date déjà un peu, parce que c'est 2015, mais en fait, ce moustique tigre s'est installé dans d'autres départements français. Vous voyez qu'en 2015, il y avait ici une petite tache rouge, vous voyez, au milieu. Ça, c'est Créteil. C'est Créteil, parce qu'à côté de la terre communale de Créteil, il y a un potager, et dans le potager, vous avez reconnu un moustique tigre. Ce qui permettait à mes amis pédiatres qu'on appelait le tigre de Créteil. C'était très sympa. Ça tue, les vagues de chaleur tuent, et vous voyez ici que la mortalité est de nature respiratoire. On a comparé des cités, c'est les 9 cités, là, vous voyez ce travail, les 9 cités, soit des cités méditerranéennes, soit continentales du Nord, et en fait on voit ici l'augmentation en pourcent de la mortalité d'origine respiratoire en fonction de l'âge. Et vous voyez que ça augmente en fonction de l'âge, de 17 sur 12%, de 12 à 30%, c'est beaucoup plus important dans les cités méditerranéennes qui sont plus exposées à des vagues de chaleur plus intenses et plus durables. Et donc on a une augmentation plus marquée ici dans les cités méditerranéennes. Vous voyez que ça passe chez l'homme de 32 à 58 et de 45 à 58 chez la femme. Donc on a un effet des vagues de chaleur sur la mortalité. Pour insister dans les villes sur l'urbanisation est galopante. Quand on est venu ici à Tanger il y a un certain nombre d'années, on n'avait pas toutes ces constructions en béton qui existent actuellement et qui se sont accrues. Donc on insiste sur l'importance de la végétalisation. Et sur l'épisode de canicule à Paris en 2003, on a bien vu qu'il y avait des différences de température entre le centre-ville et la périphérie. Et si vous avez cet effet qu'on appelle les îlots de chaleur, qui augmente encore l'effet de la canicule.
Le froid tue aussi. Et donc là, c'est un travail absolument impressionnant, hein, qui a porté sur les 85 millions de décès. Travail épidémiologique, 85 millions de décès, dans différents pays. Et ils ont utilisé, et là vous retrouvez des scénarios dont je vous parlais tout à l'heure, le scénario à 2,6, à 8,5, c'est le pire. Vous voyez comment les choses vont évoluer en fonction des années dans les différents pays. Ce qu'on voit, c'est que globalement, effectivement, il y a plus de morts liées au froid, mais que progressivement, la courbe des morts liées à la chaleur va augmenter, voire dépasser, vous voyez ici en Chine, l'augmentation importante de la mortalité liée à la chaleur. L'autre façon de voir les choses, c'est de s'intéresser aux gens qui ont une maladie respiratoire chronique et de voir si, avec les pics de chaleur, ils sont davantage hospitalisés. C'est un travail qui a été fait à New York, qui date un peu, ça a été publié en 2009. Ils ont regardé le pourcentage d'hospitalisation au-dessus du seuil de 32 degrés, hein, c'est le seuil qui avait été retenu, et c'est le pourcentage de changement par degré supplémentaire au-dessus du seuil. Et donc, il y a les maladies cardiaques, c'est les maladies respiratoires. Si on s'intéresse aux maladies respiratoires, globalement, il y a une augmentation de 3,12% des hospitalisations par degré en plus, hein. Donc ça fait beaucoup de monde, quand même, hein, par degré. Et donc, si on regarde un peu plus près ce qui se passe, eh bien, les sujets âgés, c'est pas très étonnant, sont plus vulnérables, ils vont effectivement être plus hospitalisés. Et puis ceux qui souffrent d'asthme ou de BPCO sont également davantage hospitalisés, donc la bronchite chronique, ça n'est pas significatif. Donc, il y a un effet, quand on a une maladie respiratoire chronique, la chaleur, les vagues de chaleur vont avoir un effet sur les hospitalisations et les hospitalisations. Ici, pour vous dire, parce que je n'ai pas énormément de temps, c'est vous dire que il y a des revues générales qui sont très bien faites sur le sujet, et là, je vous ai mis une image d'une publication dans le New England Journal of Medicine qui est une synthèse, en fait, de ce que je vous ai raconté, et qui doit être la référence, doit être dans le résumé. Donc il faut se préparer à des vagues de chaleur, c'est pour ça que j'ai mis un grand S, qui vont se répéter, elles vont être de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses, à des inondations et des épisodes de sécheresse. Donc c'est pas très gai, effectivement, ce que je vous raconte. Il faut arriver à se préparer à ça, et il faut s'adapter à ça. Et l'adaptation, elle peut être à la fois individuelle et aussi collective. Donc il faut être un éco-citoyen, il faut agir au quotidien, économiser l'eau, jardiner vert, faire des éco-gestes, marcher, prendre sa bicyclette et pas sa voiture, aménager le territoire de façon à pouvoir faire face aux tempêtes et aux inondations. Ça, c'est pas l'individu, c'est plus la collectivité et le gouvernement. Et donc, en fait, c'est pour insister sur le fait qu'il y a des efforts individuels, mais aussi des gouvernements, et il faut que les gouvernements prennent leurs responsabilités. Souvent, les gens disent « Oh, le gouvernement, qu'est-ce que je peux y faire ?» Si vous êtes citoyen, vous pouvez y faire, vous votez. Et donc, c'est pour ça que quand on a des élections en France, les gens qui s'abstiennent, c'est important de voter. C'est comme ça qu'on peut agir sur nos politiciens, leur dire oh, écoutez, il faut faire quelque chose. Encore faut-il qu'ils en soient convaincus. Donc, le point important, c'est là-dessus. Je passe parce que là, le temps passe. Cette diapositive, c'est assez intéressant de vous la montrer, c'est de montrer que ce sont les jeunes générations qui sont concernées. Nous ne sommes plus, Bernard, on n'est plus concernés par ce sujet. On va avoir peut-être une augmentation d'1,5, on va voir éventuellement augmenter les épisodes de canicule et de vagues de chaleur. Mais on ne sera pas, comme les enfants de 10-19 ans, exposés à un risque de plus de 2,5 degrés, qui est considérable. Comment on va donner la parole? Ça peut expliquer d'abord l'angoisse, hein, on va parler d'angoisse écologique des jeunes, leur angoisse devant ce qui se profile à l'horizon, et comment on peut leur donner la parole, ce qui pose un problème en démocratie. Donc c'est un vrai difficulté. Alors bien sûr, les politiques disent qu'il faut des choses. Il y avait plusieurs sommets mondiaux. L'objectif était de ne pas dépasser 2 degrés en 2100, ce qui suppose une réduction drastique, de mettre des sous, de l'émission de gaz à effet de serre. En 2010, une convention des Nations Unies, et puis la COP 21 à Paris, tout le monde se gargarisait en disant on va rester en dessous de 1,5 degré, on était très content. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe, quelles sont les conséquences? Ça, c'est une diapositive avec des commentaires de Jean-Marc Jancovici. Je vous conseille de voir ces vidéos sur YouTube. Il est assez brut de décoffrage, mais il dit les choses clairement. Donc on ne peut plus dire qu'on va augmenter la croissance, la consommation, les richesses. C'est fini. C'est fini dans tous les sens du terme. C'est des richesses qui sont finies. Il n'y a pas
On ne peut pas aller au-delà d'un certain niveau. Et il montre sur ce graphique que toutes les COP du monde n'ont rien fait à l'augmentation du CO2. Il n'y a aucun effet sur l'évolution du CO2, qui est variable en fonction des pays. On retrouve ici l'augmentation du CO2 au fil des années. Vous avez ici les différents pays. Vous avez la Chine, le plus grand producteur de CO2 au monde. Et puis vous avez de relativement bons élèves, les USA et l'Europe. Il faut savoir que c'est déclaratif, ces valeurs. Hein. Quand on regarde par exemple la Russie, ils produisent pratiquement rien. Ce qui est quand même extrêmement troublant. Donc comme c'est déclaratif, on peut avoir quelques doutes. Et puis ici, vous avez la production de CO2 par habitant des différents pays. Et on retrouve une augmentation. Alors la Chine, elle n'est plus en tête, là, mais elle augmente toujours. Bon, on ne prend pas donc le chemin d'une réduction du CO2. Je vous engage vivement à regarder cette vidéo aussi de François Gemène qui est très intéressante sur le lien démocratie et réchauffement climatique. C'est que la démocratie est très mal outillée pour lutter contre le réchauffement climatique. Un président de la République, s'il prend des décisions, ces décisions pour limiter le réchauffement climatique sont des décisions impopulaires. Et il est sûr que ce sera un bilan négatif à la fin de son mandat. Donc franchement, pourquoi il irait se lancer là-dedans? Et en plus, il a signé un truc pour 2100. 2100, qui va lui demander des comptes en 2100? Il sera mort depuis longtemps, et ses électeurs aussi. Donc oui, il y a un problème entre la démocratie et comment on va faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc il y a eu ça, des citoyens de la Convention pour le climat qui était fait en France, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que les 150 ont beaucoup bénéficié de cette formation, mais il faudrait qu'il y en ait partout, ces conférences, pour que les citoyens s'approprient l'idée, voient quelles sont les mesures à prendre et puissent peser sur le politique. Je vous encourage vivement aussi à voir, on retrouve Jean Covici, cette bande dessinée qui s'appelle Le Monde sans fin et qui illustre un peu les propos que je vous ai tenus. Je vais terminer pour une note un peu plus humoristique. Donc ça se réchauffe, je dirais même plus, ça se réchauffe. Je vous remercie pour votre attention. Alors, des questions. Monsieur Ibrahim. Bonjour Bruno, et donc merci pour ce topo un peu démoralisant, mais en tout cas c'est la vérité. La dernière fois où tu as intervenu sur Visio lors de notre congrès, c'était juste au début de la crise Covid, et tu nous avais montré une photo satellite où juste avant, c'était Johan, juste avant le Covid c'était rouge. Et pendant, c'était vert, c'est-à-dire c'était plus une ville polluée. Est-ce que, au bout de 2 années de régime drastique et que nous avons limité pratiquement tous les déplacements, toute notre activité, est-ce que ça a eu des répercussions sur la banquise, sur le réchauffement climatique? Sur le réchauffement climatique, non, parce que le réchauffement climatique, ça met 2 générations. Hein. En fait, actuellement, on paye l'émission de CO2 de nos grands-parents. Et on prépare le CO2 et le réchauffement climatique de nos enfants et petits-enfants. Donc il y a à peu près 2 générations de décalage. Et l'élimination de CO2, c'est 10 000 ans. Donc on ne peut pas espérer grand-chose. Sur le réchauffement climatique, non. Mais sur les morts liées à la pollution, oui. Il y a eu plusieurs travaux qui ont été publiés et qui montrent qu'il y a une réduction du NO2 qui était importante pendant la crise Covid avec le confinement. C'est plus nuancé sur les particules, mais on a fait une estimation du nombre de morts épargnés par cette épidémie Covid. Et donc, il faut faire le parallélisme entre les morts liés au Covid et puis les morts liés à la pollution. Ce n'est pas si évident que ça qu'on y gagne beaucoup. Mais il y a une diminution de la pollution. Et si on voulait vraiment limiter le réchauffement climatique, il faudrait quasiment qu'il y ait un Covid tous les ans. Ça n'est pas ça. Synthèse remarquable à la journée. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est entré dans l'anthropocène. Gad n'en a pas parlé. Et surtout, le GIEC n'en parle pas. Puisqu'il y a 2000 ans, on était 200 millions. Et notre génération, tu nous as évoqué tous les deux, on a le même âge, on est passé, dans les années 50, de 3 milliards d'individus. Et 70 ans plus tard, on est à 7 milliards 800 millions. C'est pas possible. Et cette augmentation exponentielle de l'anthropocène fait le problème. Et dans les propositions du GIEC, on ne voit jamais les propositions à gérer sur la démographie pour arriver à quelque chose. Le seul problème, il est là. La pollution, elle est anthropocénique, elle est humaine, anthropo.
Il y a eu un papier qui montrait bien que si on limitait la natalité, on réduisait en fait l'émission de gaz à effet de serre et donc le réchauffement climatique. C'est pas forcément quelque chose qui... Je parlais des mesures impopulaires, on y est. Ça va expérience chinoise va montrer. Ouais. On a exporté notre Oui, les gouvernements, politiquement parlant, c'est quoi l'avenir immédiat? Il y a des propositions. Je crois que les propositions, c'est qu'il n'y a pas de parlement mondial. Défiler beaucoup de choses. Il n'y a pas de parlement mondial sur la gestion du réchauffement climatique. Donc chacun joue son jeu. Mais on n'avance pas. Et on n'avance pas. C'est ça le drame. C'est que chacun joue son jeu. Tu vois, la pollution de CO2, c'est extrêmement variable. Il y a des pays qui continuent à produire de façon importante. Les pays qui sont émergents, ils ont dû leur dire, écoutez, maintenant vous arrêtez la pollution de CO2, ça veut dire arrêter de se développer. C'est difficilement acceptable. Donc il y a une vraie difficulté. La pollution de CO2 de la Chine, c'est là dans le c'est l'usine. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça qu'on achète. Ouais, c'est ça qu'on achète. Donc là, en fait, il faut aller vers la sobriété énergétique. C'est ça le mot d'ordre.